Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble et c'est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Pour participer à l'émission, poser des questions aux invités, nous faire part de vos commentaires. Un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France et de partout ailleurs dans le monde, notamment de Lubumbashi, de Kinshasa, de Cotonou, de Los Angeles, de Tokyo, de Montréal ou encore de Port-au-Prince. Le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, 23 ans après la conférence nationale, l'opposition réclame de nouveaux états généraux. Le 25 février 1991, face à l'usure et à la faillite du parti unique, les Congolais avaient choisi la voie pacifique du règlement d'une crise politique par la tenue d'une conférence nationale souveraine. Un rituel qui allait construire les fondements d'un système démocratique grâce à l'instauration du pluralisme politique. 23 ans et 2 guerres civiles plus tard, l'opposition en appelle à la tenue de nouveaux états généraux pour, selon elle, désamorcer une crise politique lourde de menaces pour l'avenir du pays. Toutefois, étant donné qu'il faut être deux pour pouvoir dialoguer, rien n'indique pour l'heure que le pouvoir soit disposé à se prêter à ce nouveau débat national. Détails et explications dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Jérémy Guibis-Boucher. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Vous trouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Quelques nouveaux amis. ANC Liège et Soumaoro Mamadou, bienvenue dans l'univers, dans le club des co-débatteurs du grand débat sur la toile. Alors tout de suite, avant d'aborder le débat du jour, nous allons nous pencher sur une actualité camerounaise avec la libération, on l'a appris hier soir, très tard dans la soirée, de Michel Thierry Atangana, qui est donc désormais libre. On en a parlé depuis plusieurs mois dans ce grand débat. On y a consacré plusieurs émissions, plusieurs inserts téléphoniques également avec le comité de soutien à Michel Atangana. Le voilà libre désormais. Libre également Titus Edzora, qui était donc qui avait été arrêté en même temps que lui et incarcéré depuis 17 ans donc au Cameroun. Nous en parlons tout de suite avec bien sûr Dominique Sopo, président du comité de soutien à Michel Atangana. Dominique Sopo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, après 17 ans de prison, le Français d'origine camerounaise, Thierry Michel Atangana, a pu quitter hier sa prison. C'est prison donc au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, suite au décret signé par le président Paul Biya. C'était mardi dernier. Alors, il faut le rappeler, donc Michel Thierry Atangana était en prison depuis 97, donc depuis 14 ans, donc 17 ans, pardon, pour des faits qu'il a toujours niés. Dominique Sopo, quels ont été les premiers mots à sa sortie de prison, vous qui le connaissez et qui avez été tout le temps en contact avec lui? Bah écoutez, je l'ai eu ce matin au téléphone. Il était un peu groggy parce que ça s'est passé finalement assez subitement, cette libération. Hier soir, il a été emmené à l'ambassade de France, donc il était un peu groggy. Il ne réalisait pas encore trop ce qui lui arrivait. Je l'ai eu tout à l'heure, il était déjà beaucoup plus détendu et à l'aise de cette liberté retrouvée. Je pense surtout que pour lui, c'est un énorme soulagement parce que c'est un calvaire qui n'avait aucun sens finalement, puisque, comme vous l'avez rappelé, Michel Atangana non seulement a clamé son innocence de façon répétée, mais il y a quelques jours, alors que plus personne ne doutait réellement de son innocence, c'est l'ONU elle-même qui avait demandé que cet homme soit libéré immédiatement en raison de ce qui était qualifié de détention arbitraire, et donc on peut être satisfait que le président Paul Biya ait libéré Michel Atangana en usant de son droit de grâce. C'est ça. Alors, Michel Atangana a été conduit à la résidence de l'ambassade de France et remis aux officiers français du renseignement extérieur. Alors on imagine qu'il envisage désormais de retrouver sa famille ici à Paris, en France? Ah oui, bah tout à fait. Il va rentrer très rapidement en France, puisque ça fait quand même 17 ans qu'il a été séparé de ses enfants qu'il a à peine connus et qui, pour l'aîné d'entre eux, ne l'a plus vu depuis qu'il avait l'âge de 5 ans, et pour le plus jeune d'entre eux, n'a pas de réel souvenir de son père. Ça a été simplement une relation par téléphone sur toutes ces années, et donc là, il faut apprendre ou réapprendre à vivre en famille et profiter de la vie, et rattraper finalement, si tant est que ce soit possible, toutes ces années qui ont été gâchées pour rien au final.
Alors vous aussi, vous devez vous sentir comme ça une sorte de blues, non, mon cher Dominique Sopo, parce que vous êtes beaucoup battu avec ce comité de soutien, avec une ténacité, avec une obstination extraordinaire. Hein, je suis là pour en témoigner, bien entendu, puisque vous avez été souvent présent, vous avez invité souvent dans cette émission pour parler de ce combat pour la libération de Michel Thierry-Atangana. Alors, est-ce que votre comité de soutien, va être dissous finalement avec bonheur, j'ai envie de dire? De toute façon, le comité de soutien à Michel Atangana n'a plus de raison d'être à partir du moment où il aura mis un pied en France. Même dès aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de raison d'être. Ce qui est quand même le but de tout comité de soutien qui se bat pour la libération de personnes incarcérées. Ce que l'on peut espérer, c'est que, en tout cas, au-delà du cas de Michel Atangana, que ce qui s'est passé, c'est aussi le signe finalement que l'institution judiciaire camerounaise va désormais être plus attentive aux droits de la défense, à la réalité des faits qui sont imputés à tel ou tel, et que cette justice sera être à l'abri des pressions qui ont été monnaie courante dans ce dossier. Il faut penser évidemment à tous ceux qui sont en prison et qui clament toujours leur innocence. Dernière question, Dominique Sopo. En décembre dernier, on s'en souvient, les avocats de Michel Thierry-Atangana avaient déposé une plainte contre 3 ministres camerounais pour détention arbitraire. Est-ce que là, c'est un nouveau combat qui commence? Écoutez, parce qu'il faut dire qu'il est gracié, mais pas innocenté. Poser de questions sur cette détention, enfin sur cette plainte pour détention arbitraire. On verra ce que lui choisit de faire, s'il choisit de continuer ou non dans la voie de cette plainte. Mais pour l'instant, il faut le laisser à sa joie de cette liberté retrouvée. Merci en tout cas, Dominique Sopo, et puis bravo pour votre comité de soutien. Je le disais, qui s'est battu avec beaucoup de constance, d'obstination, pour arriver à ce résultat. Écoutez, vous allez mieux dormir ce soir, je suppose, un peu plus que les autres. Tout à fait. J'imagine bien. Merci Dominique Sopo, à très bientôt. Je rappelle, vous êtes président du comité de soutien à Thierry Michel Atangana et ancien président de SOS Racisme. Merci infiniment. Merci, au revoir. Au revoir. Africa numéro 1, le grand débat. Le grand débat, le Congo-Brazzaville, 23 ans après la conférence nationale, l'opposition qui réclame de nouveaux états généraux. Il y a 23 ans, jour pour jour, s'ouvrait à Brazzaville la conférence nationale souveraine qui allait signer la fin du régime monolithique, promouvoir aussi le pluralisme politique et l'instauration d'un système démocratique. 25 ans après, face à une crise politique, socio-politique larvée, l'opposition réclame l'organisation de nouveaux états généraux afin de débattre d'une relance du processus démocratique, aussi de débattre aussi des causes profondes des tensions politiques qui hypothèquent l'avenir du pays. La question est de savoir si toutes les parties concernées partagent cette option, étant donné que la crise signalée par l'opposition est régulièrement démentie par le pouvoir. Détail explication à présent avec nos invités. Ici en studio avec nous, Roger Poitiers-Pangou. Bonsoir. Robert. Bonsoir, mon cher Francis. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur du comité d'action de la diaspora congolaise pour les États généraux du Congo, membre du Conseil supérieur de la République pendant la transition de 1991. Tout à fait. Et ancien membre de la commission préparatoire de la conférence nationale. Donc, vous savez de quoi vous parlez. En tout cas, vous étiez, je dirais, en immersion à l'époque dans cet événement. Je peux le dire avec certitude. Nous serons également au téléphone. Nous sommes au téléphone d'ailleurs depuis Brazzaville avec Léon Juste Ibombo, politologue congolais, président du Cercle des Espérants. Léon Juste Ibombo, bonsoir. Bonsoir Francis. Merci d'être avec nous. Alors on va revenir donc sur cette conférence nationale, Robert Poitiers-Pangou. Le 25 février 1991 s'ouvrait donc à Brazzaville la deuxième conférence nationale souveraine prévue pour 2 semaines. Cette conférence nationale qui réunissait donc 1200 délégués va durer pas moins de 3 mois, 23 ans après sa tenue. Quel bilan vous faites de cette conférence nationale? Parce que je disais, c'était pas la première conférence nationale de l'histoire du Congo. Et oui, c'est vrai qu'il a fallu un certain moment que je recherche et j'ai fini par découvrir la date qui fut finalement celle du 20 novembre 1976. C'est ça. Et donc, après celle-là qui était tenue et organisée par le Parti unique, le Congo va connaître une deuxième conférence. Et c'est pour ça que celle-là va être finalement intitulée souveraine, parce qu'elle avait connu une conférence nationale qui n'était pas souveraine. C'était une conférence nationale du Parti unique. En fait. Voilà, mais ça se passait à l'intérieur du parti. Et donc, il régissait l'État quand même. Il y avait pas que les membres du parti. Il n'y avait pas de 1200 délégués. Non. Le rituel était différent. Bien sûr que non. Voilà. Donc, c'est en référence à cette première conférence que la deuxième va être finalement souveraine, déclarée souveraine. D'où donc les décisions qui devaient sortir de là, donc qui sont sorties de là, s'appliquer. Et non pas par le président de la République, mais plutôt par l'ensemble des
conférenciers qui étaient présents ce jour-là et pendant cette période. Avant de parler du bilan, pour qu'on va parler, et quel était le climat au Congo à la veille de cette conférence? J'ai presque envie de vous demander, le 25 février 1991, que faisiez-vous, vous, exactement? Avant de parler effectivement la date du 25 février 1991, il y a eu des moments qui ont précédé cette date. Il régnait à Brazzaville, dans tout l'ensemble du pays, un climat qui est identique à celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ah oui. Donc c'est bien ce climat-là qui a nécessité un moment de retrouvailles de tout le peuple congolais, de telle sorte que nous voyons, nous examinons où était le mal et comment en sortir de ce mal. Et donc le climat, j'ai un élément très important sur la période qui a précédé la tenue de la conférence nationale, dite souveraine après. Il est arrivé même que le président de la République, on ne savait pas où il dormait, pour des raisons d'insécurité. Et on apprenait qu'il dormait... Le président qui était déjà à l'époque Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, bien sûr. De rappeler. Voilà. Il y a des gens qui certainement vont oublier que l'arrivée de la conférence nationale, c'était un plaisir. Non, c'était pas un plaisir. Mais il y avait un climat de tension identique à celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et voilà pourquoi la conférence nationale va se tenir. Et aujourd'hui... Vous parlez des États généraux Non. non, se tenir. On est toujours en 91. Voilà. D'accord. Donc, ce qui a on est à la veille de la conférence nationale. Voilà, exactement. Il y a 23 ans. Voilà. Alors, il faut rappeler que ce rituel de la conférence nationale souveraine, tel qu'on l'a connu au Congo en tout cas, avait eu lieu au Bénin un an plus tôt. En 1990, il s'agissait de rompre avec le système des partis uniques, mettre en mouvement un processus de démocratisation par des voies pacifiques. Alors, est-ce que le pouvoir congolais de l'époque avait accepté de jouer le jeu sans résistance? Mais il ne pouvait pas faire autrement. C'est ça la réalité. Nous savons que le président Denis Sassou Nguesso, à un certain moment, dira que la conférence nationale a eu lieu parce qu'il aurait voulu. Non, c'est pas parce qu'il aurait voulu, c'est parce que les conditions, le climat social, l'insécurité, il y avait tellement de choses qu'il ne pouvait pas... Le rapport de force, en fait, entre les forces vives de la nation et le pouvoir politique était plutôt en faveur des forces vives de la nation. C'est ce qui a permis cette conférence nationale. Et le président Denis Sassou Nguesso était obligé de suivre. C'est pas lui qui a conduit, mais il a suivi. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est un élément important, qui est certainement celui d'aujourd'hui. Alors, le 12 mars 1991, donc pendant cette conférence nationale, Monseigneur Ernest Kombo est élu président de cette conférence. Le 1er avril 1991, il s'oppose à la démission du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et du gouvernement, démission exigée alors par la majorité des conférenciers. Alors, est-ce que le rôle de Monseigneur Ernest Kombo a été essentiel pour la bonne tenue de cette conférence? C'est le moment de le rappeler, que nul était la présence de Monseigneur Kombo, donc homme d'église, homme de Dieu. Il y aurait peut-être, on n'aurait même pas su si la conférence allait se terminer ou non. Donc il a fallu quelqu'un d'église et qui dira même ceci. Il a une phrase qui est restée célèbre, qu'il nous fallait un atterrissage en douceur. Et parce que nous étions en train de traverser une zone de turbulence. Et homme d'église, par rapport à ce qu'il a dit, nous l'avons tous suivi. Voilà. On va marquer une pause, mon cher Robert Poiti-Pangou. Vous êtes coordonnateur du comité d'action de la diaspora congolaise pour les États généraux au Congo. Votre mouvement réclame évidemment la tenue de nouveaux États généraux au Congo. On verra pourquoi d'ailleurs, vous nous expliquerez pourquoi. Mais avant cela, évidemment, on va revisiter, je dirais, le souvenir de cette conférence nationale pendant encore quelques minutes. On marque une pause pour la publicité et nous recevons aussi, pendant cette émission, M. Michel Tsangou, coordinateur de l'association de solidarité aux victimes des guerres du Congo-Brazzaville, l'association qui a déposé une plainte, c'était le 16 décembre 2013, devant le tribunal de grande instance de Paris pour génocide et crimes contre l'humanité. On en parlera avec lui dans cette émission également. Restez avec nous, à tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Avec Robert Poiti-Pangou, coordonnateur du comité d'action de la diaspora congolaise pour les États généraux au Congo-Brazzaville. Il est membre du Conseil supérieur de la République. Enfin, il a été membre du Conseil supérieur de la République pendant la transition. C'était en 1991 au Congo, ancien membre de la commission préparatoire de la conférence nationale. Nous sommes également au téléphone depuis Brazzaville avec Léon Juste Ibombo, politologue congolais, président du Cercle des Espérants.
Et dans quelques minutes, nous serons au téléphone avec Michel Sangou, coordinateur de l'association de solidarité aux victimes des guerres du Congo-Brazzaville. Alors revenons encore, Robert Poiti-Pangou, sur cette conférence nationale, il y a 23 ans donc, qui avait démarré, il faut préciser, le 25 février, et on y est vraiment jour pour jour. Alors, à l'issue de cette conférence, une loi d'amnistie avait été prononcée. Alors, certains ont regretté ensuite cette disposition. Est-ce qu'il aurait été préférable que justice soit faite? Préférable que justice soit faite, oui, mais il y avait, comme en Afrique, vous le savez, au Congo en particulier, un lieu sacré qu'on appelle le Mbongi. C'est-à-dire? Au Mbongi, c'est un lieu, comme une institution, où quand il y a problème dans le pays, grave dans le village, dans le pays, et tout le monde est convié à se retrouver, à faire justice, pas à se faire justice, mais à faire justice. Et ce qui conduit que pendant ce moment-là du Mbongi, tous les parties prenantes à une situation dans le village s'expriment librement, ouvertement. Il arrive que des injures, sauf que les bagarres n'ont pas lieu. On peut s'injurier, mais on ne peut pas arriver aux mains. C'est ça. Et c'est ce lieu-là qui, à l'époque de Louis XVI, qui a été appelé par États généraux. Et à une époque très récente, que nous appelons par conférence nationale. C'était aussi l'espace alors de réconciliation, voire de pardon. De pardon, mais d'expression surtout. D'expression surtout. Voilà. C'est vrai que c'est un rituel qui était fondamentalement basé sur la parole. Parole. C'est ça, c'est un rituel de la parole essentiellement. Alors, il faut rappeler qu'à l'issue de cette conférence, plusieurs décisions ont été prises. Le terme populaire a été supprimé du nom du pays, qui s'appelait à l'époque République populaire du Congo. Et un projet de constitution a été rédigé, une nouvelle loi sur la presse édictée, et un calendrier électoral a été mis en place. Alors, il y a eu cette première élection présidentielle pluraliste en 1997, remportée donc par Pascal Lissouba, au détriment de Sassou Nguesso. Et puis 5 ans plus tard, ce fut la guerre civile, même 2 guerres civiles, une guerre civile puis une réplique en 92. Et voilà, à l'issue de laquelle, donc, à l'issue de cette guerre, Denis Sassou Nguesso reprend donc les rênes du pouvoir. Alors, est-ce que ces 2 guerres civiles, consécutives, ont signé l'échec de la conférence nationale? Voyez-vous, quand la conférence nationale souveraine se tient, des décisions sont prises. Et parmi lesquelles, effectivement, qu'il fallait organiser les élections et la réconciliation. La réconciliation est faite, donc la date du 10 juin, nous le rappelle, 10 juin 91, et nous le rappelle, 92, pardon, excusez-moi. Et à partir de ce moment-là, les élections se tenant, les résultats des élections sont tombés. Certainement qu'il y a eu une partie qui n'était pas satisfaite. Et pourtant, c'était ça, la sentence de la démocratie. On ne va pas revenir sur les causes de la guerre. Ce n'est pas le sujet du jour. La question était celle-ci. Est-ce que cette guerre civile, 97-98, donc, a signé l'échec de la conférence nationale? Est-ce qu'une nouvelle page du Congo s'ouvrait à ce moment-là jusqu'à ce jour? Les causes, il fallait d'abord évoquer les causes de cette guerre. Et parce que la cause principale de cette guerre, c'est que il y a une partie qui était mécontente. Bien sûr. Du résultat des élections. Non, mais ça arrive dans tous les pays, c'est pas pour autant qu'on va à la guerre civile, quoi. Voilà, on peut faire une émission sur les causes de la guerre, mais vous les connaissez les causes, les auditeurs aussi, d'ailleurs, on peut les renvoyer, évidemment, il y a des documents pour cela. Tout à fait. Mais pour avancer un peu, je veux dire, dans le débat, est-ce que avec cette guerre civile, on a fermé, je dirais, la porte aux grandes décisions qui ont été prises, en tout cas, à l'élan démocratique qui a été donc pris au lendemain de la conférence nationale? Effectivement, depuis le 5 juin 1997, le Congo est rentré dans un cercle infernal dont nous avons vu les dernières conséquences le 16 décembre dernier. C'est-à-dire avec l'arrestation du colonel Nsourou, Marcel Nsourou, aujourd'hui avec le retrait du passeport de M. Mathias Nzon, avec une des grandes figures de l'opposition, il faut le préciser aux auditeurs qui ne connaissent pas le sujet, bien sûr. Et avec l'interdiction de tout mouvement de certains leaders, parmi lesquels M. Guillaume Kimfushia, et il y a aussi Maître Mbemba, qui a été assigné à résidence.
Ça veut dire que depuis... Vous voulez dire que depuis 97 ou 98, avec le retour de Sassou Nguesso au pouvoir, il faut bien le dire, oui, le pays a rompu avec la dynamique de la conférence nationale. Avec la liberté qu'on avait retrouvée après la conférence nationale et avec la démocratie qu'on avait retrouvée après la conférence nationale. Alors, donc ça fait qu'aujourd'hui, nous avons perdu 18 ans. Parce que de 1992 à 1997, on a passé 5 ans de liberté et de démocratie. Il y a eu des péripéties, ça on ne peut pas se le cacher. Ben, c'était normal parce que c'était le début du rétablissement de la démocratie qui a existé dans les années 50-60. Et alors, 97 est arrivé le moment où le pays a rebasculé dans l'insécurité totale, dans la misère, dans l'humiliation de certains, donc de ceux qui ne sont pas au pouvoir, et dans la crainte, dans la peur, dans la terreur. Et ce moment-là nous rappelle tous celui qui a précédé la tenue de la conférence nationale. C'est pour cela que vous demandez aujourd'hui la tenue de nouveaux états généraux, de nouvelles conférences nationales. Exactement. On va décrypter cela dans quelques instants, mais avant cela, je me tourne vers Léon Juste Ibombo qui nous a écoutés depuis Brazzaville. D'abord, 2 questions. Léon Juste Ibombo, quel regard vous portez-vous sur cette conférence nationale, et son souvenir en tout cas, et êtes-vous d'accord avec Robert Poiti-Pangou quand il dit « Nous avons perdu au Congo, le Congo a perdu 18 ans depuis la dernière guerre, depuis la guerre civile ». Merci Francis Laloupo pour me permettre de participer à ce débat. Mais je crois que j'ai suivi M. Poiti-Pangou religieusement. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par lui et qui ne sont pas vraies. Mais première chose, quand il parle du climat, le climat qui prévalait en 1991 et le climat qui prévaut en ce moment précis au Congo. Je suis à Brazzaville, il n'y a pas un climat de terreur. En 1991, il y avait les grèves à répétition, il y avait les syndicats qui s'étaient levés. On avait un système politique monolithique, c'était un seul parti au pouvoir qui contrôlait tous les pouvoirs et il y avait la fin des démocraties populaires avec la chute du mur de Berlin. Donc c'est pas le même climat. Donc on peut pas dire que non, le climat actuel soit le même climat qu'en 1991. C'est entièrement faux. Et il y a encore une autre question, c'est-à-dire qu'il a parlé du président Sassou qui malgré lui, a accepté cette conférence nationale. Il ne faut pas oublier que le président Sassou a accepté la conférence nationale, c'est parce qu'il n'a pas été poussé. C'est parce que c'est lui-même qui a voulu de cette conférence nationale. Souvenons-nous, la conférence nationale a eu à prendre ce qu'on appelle les actes de la conférence nationale. Et parmi les actes de la conférence nationale qui devaient être mis en œuvre exécutés par le gouvernement de transition, qui avait tous les pouvoirs. Le gouvernement de transition conduit par M. Milongo avait tous les pouvoirs. M. Milongo était même chef des armées. Mais pourquoi est-ce que ce gouvernement de transition n'a-t-il pas exécuté entièrement les actes de la conférence nationale? Je ne pense pas que ce soit le président Sassou qui a empêché à ce gouvernement d'exécuter les actes de la conférence nationale, mais c'est plutôt parce que les forces du changement, ce qu'on appelait les forces du changement à l'époque de la conférence nationale, c'est-à-dire que ces jeunes qui étaient très ambitieux, très dynamiques, avec certainement un rêve, un idéal à bâtir, se sont fourvoyés. Parce que c'est ça le problème. Le problème de la conférence nationale, c'est parce que les forces du changement se sont fourvoyés, et en se fourvoyant aussitôt, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils décriaient, c'est-à-dire que l'exercice du parti unique qu'ils décriaient, que ces forces décriaient, évidemment, quand elles sont arrivées au pouvoir, elles ont commencé à avoir les mêmes pratiques. Et puis, il faut comprendre aussi une chose, les raisons de l'échec de Lissouba. Mais les raisons de l'échec de Lissouba, ce n'est pas le président Denis Sassou Nguesso. Le président Lissouba a été soutenu par Denis Sassou Nguesso au deuxième tour de l'élection présidentielle en 1992 contre Bernard Kolela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient un accord de gouvernement entre le PCT et le président Lissouba. Mais le président Lissouba a rejeté cet accord de gouvernement aussi. C'est le président Lissouba lui-même qui a rejeté la démocratie naissante par la conférence nationale. Parce que c'est lui qui a mis à mal cette démocratie. Parce que ça, c'est l'effet de l'historique. Ça, c'est l'effet de l'historique. Et puis, bon, il y a l'autre amalgame quand on parle de l'affaire du 16 décembre 1994. Mais ça n'a rien à voir avec la conférence nationale. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. L'affaire du 16 décembre 2013. C'est un individu qui réclamait quelque chose, qui a des milices. Il avait des milices avec lui. Et c'est un individu qui a eu à utiliser les armes. Et aussitôt, bon, écoutez, on ne peut pas dire que non, ce soit des tensions qui montrent que non, le Congo est prêt à exploser. Non, je pense que là, c'est tout à fait faux. On vous a... à Brazzaville. Et
Oui. dire qu'est-ce que je retiens de la conférence nationale, moi. Léon Juste, on vous a laissé largement vous exprimer. Ça fait 5 minutes que vous parlez. Hein, vous êtes beaucoup rattrapé. Oui, mais j'ai entendu le... Léon Juste, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps évidemment de réagir à nouveau. Je rappelle, vous êtes politologue congolais, président du Cercle des Espérants. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission pour la publicité. Retour dans 2 minutes, restez avec nous. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Au Congo-Brazzaville, 23 ans après la conférence nationale, l'opposition réclame de nouveaux états généraux. On va savoir pourquoi dans cette édition du Grand Débat avec Robert Poiti-Pangou, coordonnateur du comité d'action de la diaspora congolaise pour les états généraux au Congo. Nous sommes au téléphone depuis Brazzaville avec Léon Juste Ibombo, politologue, président du Cercle des Espérants. Dans quelques instants, nous recevrons Michel Tsangou, qui est coordinateur de l'association de solidarité aux victimes des guerres du Congo-Brazzaville, l'association qui a déposé une plainte en décembre dernier à Paris pour génocide et crimes contre l'humanité. On saura également pourquoi dans quelques instants, mais Robert Poiti-Pangou voulait réagir aux propos certainement de Léon Juste Ibombo. Qui a une autre lecture, lui, de l'histoire, hein, apparemment. Quand même. Quoi qu'il y a des choses qui se recoupent. J'aimerais, vraiment, je suis très heureux de l'entendre dire ce genre de choses. Et ce qui me permet de réajuster pour que M. Ibombo comprenne que quand on est au Mbongi, donc la conférence nationale, donc les États généraux, il est question de construire ou de reconstruire un pays, un village, une nation. Il y a des choses que certainement M. Ibombo ignore. Et quand je l'entends parler, au rythme où il s'exprime, je comprends qu'il y a des choses profondes que moi je connais. Mais c'est tellement, je veux dire, voilà. Quand il dit par exemple que pendant les 5 ans du mandat de Lissouba, que Lissouba n'a pas lui non plus tenu les promesses de la conférence nationale, je veux dire que voilà, ça se discute, bon, ça se tient, parce que bon, il faut dire que le mandat de Lissouba n'était pas non plus exemplaire, il faut le dire aussi, hein, pour je veux dire, trouver le bon équilibre dans le débat de l'histoire. Le mandat du président Pascal Lissouba a été un mandat de début de démocratie. Et à partir du moment où il prend le pouvoir, il avait un programme à réaliser. Mais pour réaliser un programme, il fallait des moyens financiers qui manquaient au pays. Et la première bataille que va mener le président Pascal Lissouba est celui de négocier avec les compagnies pétrolières qui donc vont permettre au président Pascal Lissouba de faire passer la redevance pétrolière que M. Ibombo m'entendent à ce point-là. De 17% pendant le règne du président, du président Denis Sassou Nguesso à plus de 33% de la redevance pétrolière. Et c'est avec cet argent que le président Pascal Lissouba a bien voulu œuvrer pour réaliser ce qui était prévu et arrêté par la conférence nationale. Donc aujourd'hui, nous le savons, que dès le 30 novembre 1992, les soubresauts vont commencer. Et il fallait qu'ils gèrent tous les 2 ans les tracasseries qui étaient dues par certaines personnes que certainement d'autres connaissent. Et arrive 1997, il est presque impossible. À la veille de nouvelles élections présidentielles. Voilà. Arrive cette hécatombe. Je vais donner des dates assez précises. Non, pas trop de dates, s'il vous plaît, mon cher Robert. Et oui, parce qu'il faut qu'on aille vite, malheureusement, on a 52 minutes, c'est très court, je sais, mais il faut qu'on donne, un condensé de l'histoire à ceux qui nous écoutent. Bon, le condensé de l'histoire, c'est qu'est-ce qui a occasionné la guerre du 5 juin 1997. Pour qu'on l'on comprenne. Si vous voulez, on referait une nouvelle émission pour revisiter la guerre civile au Congo-Brazzaville. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Venons-en maintenant aux États généraux. Oui, voilà. mais cette date, mon cher Francis. Allez-y, cette date du 5 juin, c'est une date qui est en lien avec ce qui se passera à Owando et ce qui s'était passé auparavant à Sangolo entre le président défunt Bernard Kolela et le président Denis Sassou Nguesso. Il y a des choses
qu'on voit, mais dont on ne connaît pas les causes. Et faut-il les détailler ici? Non. C'est aux États généraux. Vous voyez que quand vous allez trop vite, vous parlez par énigme. Alors, évidemment, il faut avoir les clés pour vous suivre. Eh bien oui. Venons à votre proposition aujourd'hui, parce que alors, vous allez nous dire pourquoi ces nouveaux États généraux. Oui. Et pourquoi vous avez autant la certitude qu'ils vont se tenir. Parce que 23 ans après, donc, vous demandez la tenue de nouveaux États généraux, c'est une nouvelle conférence nationale. Il faut bien dire ce que. Tout à fait. Alors, en quoi ces nouveaux États généraux peuvent-ils réparer ce qui n'a pas fonctionné après 91? Eh bien, parce que dans notre vie humaine, il arrive des moments où s'asseoir, se retrouver, parce que les conditions l'imposent, nous sommes obligés, effectivement, de nous asseoir. Les états généraux que nous demandons, et qui sont nécessaires et indispensables aujourd'hui, parce que tout simplement, le climat qui prévaut aujourd'hui, même si M. Ibombo semble dire que le 16 décembre 2013 était autre chose. Mais non, c'était pas autre chose. Il y a un climat de terreur aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Il y a le climat de terreur. Aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Oui, tout simplement. Parce que terreur ne veut pas dire. Parce que quand tu ne sais pas quand est-ce qu'on peut venir te prendre chez toi, et aujourd'hui. On en est là aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que quand vous avez suivi les conférences de presse de M. Mathias Nzon, quand vous avez suivi un collègue à nous ici à Paris qui parle bien du peuple téké qui est traqué, Mathias Nzon qui déclare, voilà. qui a déclaré récemment, je le cite, oui. Le pouvoir veut profiter d'un incident qui s'est passé, qui est loin de la politique, pour impliquer l'opposition, empêchant d'aller au vrai dialogue. Les inquisitions du genre soviétique ou roumain, c'est du passé, nous ne sommes plus à cette époque-là. Fin de citation, ça c'est Mathias Nzon. C'est vrai que quand on lit ça, on se dit, mais finalement, le Congo est actuellement dans un climat de terreur. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Parce que bon, quand on entend, par exemple, notre ami Léon Juste Ibombo depuis Brazzaville, lui, il a l'impression de vivre dans un pays de calme, de sérénité, de parfaite tranquillité. Mais on le sait bien que les eaux calmes sont parfois les plus dangereuses. On peut voir ça comme ça. Mais oui, Léon Juste, ce qu'il dit... Alors, on va revenir à Léon Juste Ibombo qui va réagir. Non, mais avant cela, alors pourquoi ces États généraux? Mais pourquoi les États généraux? Voilà. C'est ce climat que je viens de décrire, qui aujourd'hui fait que il y a des gens à qui on a retiré les passeports. Il y a des gens qui sont arrêtés et traqués sans savoir pourquoi. Il y a des gens... ce qui s'est passé le 16 décembre, mais c'est dramatique. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a un climat d'humiliation, de terreur, de peur, de crainte, et de part et d'autre. Ça, il faut bien le préciser, que c'est pas que le reste de la population qui craint ou qui a peur, mais le pouvoir, le régime a peur, est dans la crainte. Il faut dire qu'on est aujourd'hui aussi face à une interrogation au Congo-Brazzaville où l'on parle d'une possible modification de la Constitution qui pourrait permettre donc au président Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat, contrairement à ce que la Constitution actuelle prescrit. Alors donc ce débat est aujourd'hui, c'est un débat qui agite aujourd'hui l'opinion congolaise. L'opposition effectivement a réclamé depuis plusieurs mois la tenue de ces États généraux. Aujourd'hui, c'est vous qui portez ça un peu, je dirais. Vous êtes un peu, le porte-parole de cette demande. C'est parce que je suis coordinateur du comité d'action. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je disais au début de l'émission, pour dialoguer, il faut être deux. Oui. Qu'est-ce que vous avez la certitude aujourd'hui que le pouvoir va accepter de se prêter à ce dialogue? Ça, c'est tout le monde qui doit prendre en charge ce débat sur la tenue des États généraux. Parce que nous, on a déjà fait des émissions, on a accueilli des personnalités du pouvoir qui nous ont dit il n'est pas question de faire des États généraux puisque, disent-ils, il n'y a pas de crise au Congo. Mais si, la crise est là. Et le fait de ce climat qui prévaut à Brazzaville, eh bien, nous implique, nous pousse tous à aller nous asseoir. Parce que ce climat, on ne sait pas comment ça va se terminer. Et c'est pour ça que je réitère en disant ceci, que la misère, elle est là à Brazzaville. L'insécurité est là à Brazzaville. La peur, la crainte, ce sont ces mots-là qu'il faut que chacun de nous retienne. Et il ne suffit pas de penser que le calme, mais le calme aujourd'hui c'est quoi? C'est avec les armes que ça se tient. Le calme aujourd'hui, c'est suite aux armes. Je pense que nous avons tous suivi le message de fin d'année du président Denis Sassou Nguesso. Et quand vous lisez ce message de fin d'année, ou que vous le suivez, vous l'écoutez, mais il dit tout.
il met en garde. Mais comment voulez-vous mettre en garde des gens dans un pays démocratique qui peuvent manifester, qui peuvent s'exprimer? Et comment voulez-vous qu'on mette en garde? Et avec cette fougue, j'ai vu. Il y avait de la menace dans le discours du président. Oui. Menace dirigée contre qui? Eh bien, contre tous ceux qui, un jour, se leveraient pour réclamer la démocratie au Congo. Très bien. Voilà. Léon Justibombo, réaction? Oui, parce que je m'impatiente là. Je m'impatientais là. Allez-y. Bon, oui, moi je veux dire que non, mais écoutez, à propos du climat, je vois bien que les raisons de M. Poitiers ne tiennent pas quand il demande les états généraux. Nous savons ce que ça veut dire les états généraux. Ça veut dire que on arrête le pays et on remet tout, on essaie de revoir tout ce qui se passe dans le pays. Le Congo actuellement c'est un pays qui a des budgets, on va dire, des budgets considérables. Nous sommes en pleine croissance. Donc sur le plan économique, ça ne tient pas. Le Congo, dans la mesure où déjà la médiation congolaise, le Congo est en pleine croissance. Un peu en Afrique, un peu partout ailleurs. Donc on ne peut pas parler d'états généraux dans la mesure où il n'arrive pas à donner la raison essentielle. Mais je voudrais revenir quand même sur un aspect quand même parce qu'il y a des comptes vérités. Il a parlé par exemple de climat, de libertés qui ne sont pas maintenues. Mais la personne qui a foussé les libertés dans notre pays, c'est le régime Lissouba. Nous n'oublions pas que le président Lissouba a été élu légitimement au sorti de la conférence nationale. Et je reviens encore à la même question. Il avait tous les pouvoirs. Pourquoi est-ce que c'est lui qui était aux commandes, mais il n'a pas pu gérer son pouvoir. Pourquoi? Parce que le régime du président Lissouba, il y avait un mot d'ordre. C'est maintenant notre tour. Léon Justibombo. La bande à 4. Oui, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer pour montrer comment est-ce que le président Lissouba lui-même a fourvoyé son pouvoir. Il y avait ce qu'on appelle la bande à 4. Il y avait 4 individus qui se disaient, bon, maintenant, nous, on arrive au pouvoir. Oui. Léon Juste, on l'a perdu, je crois. On va le retrouver. On a perdu la ligne. Voilà. Ben écoutez, on va écouter quelques auditeurs quand même qui ont été très patients. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà. On va essayer de faire passer Monsieur Marc, par exemple. Monsieur Marc, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Francis. Nous vous écoutons avec plaisir. Vraiment, je veux vous rendre hommage pour ce que vous avez fait pour Monsieur Atangana. Vraiment, c'est comme ça qu'un journaliste doit faire. Vraiment, le travail que vous avez fait tout en libérant la parole. Pour que M. Atangana soit aujourd'hui dehors, c'est vraiment très bien. Écoutez, c'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe. On a fait notre travail, nous, de notre côté. Le travail que vous êtes en train de faire aussi sur le Congo, c'est vraiment bien. Et je voudrais dire que M. Sassou Nguesso, c'est aujourd'hui le frein même du développement du Congo. Et ce monsieur qui est au Congo qui est en train de parler là, bon, moi je ne comprends pas. Et il faut libérer la parole. La démocratie, c'est la libération de la parole. Pour que les gens soient en liberté de choisir qui ils veulent. Ce n'est pas les armes qui font la démocratie. Avec la traque qu'il est en train de faire, vraiment, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut de l'Afrique, surtout partout même dans les pays francophones d'Afrique. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens veulent une nostalgie pour, je veux dire quoi, pour le parti unique. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Il faut que les gens puissent installer vraiment la démocratie. Parce que je vois que il y a des hommes qui se lèvent aujourd'hui, qui sont même de l'extérieur, qui manipulent, afin qu'il n'y ait pas de démocratie en Afrique et qu'ils puissent piller comme ils veulent. Vraiment, c'est pas bien. Très bien. C'est pas bien. Bon, regardez, le monsieur, il avait dit tout de suite qu'il y avait 17% quand M. Lissouba venait au pouvoir et ils sont arrivés à 35%. C'est pour cela qu'ils ont fait la guerre. Pourquoi ils reviennent encore à 17% pour continuer de piller le Congo, c'est-à-dire c'est partager les ressources comme M. Sassou Nguesso le fait aujourd'hui. Oui. On ne sait même pas combien on a comme, je veux dire quoi, argent pour le pétrole. On ne font pas de compte. Tout l'argent est géré par sa famille. Ils distribuent d'autres. Il est venu là en Espagne, là, il est venu donner des millions dans un village. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Les gens ne peuvent même pas se soigner, même pas de lits dans les hôpitaux. Là, il n'y a même pas de médicaments. Or, le développement d'un pays commence par la santé de sa population. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Oui, Marc, on a bien compris. Voilà. Merci de votre contribution, mon cher Marc. Restez avec nous. Nos amis sur facebook.com/le grand débat nous envoient des messages également. Évrard Nango qui nous écrit, il écrit ceci. Le Congo a perdu l'héritage de la conférence nationale. Tous les mots décriés par des milliers de nos compatriotes sont de retour. Nous avons renoué avec les vieux démons du passé. Un dialogue intercongolais s'impose inéluctablement pour mettre un terme au climat de psychose qui règne aujourd'hui dans le pays. Evra Nango poursuit, il dit « Il est vrai que le Congo a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle classe politique pour conduire le pays dans la sérénité
Et dans le progrès, cela ne peut que se passer autour d'une table ou d'un dialogue, peu importe la dénomination. C'était la contribution d'Evra Nango sur facebook.com/le grand débat. On va marquer une dernière pause dans cette émission. Et on reviendra donc à vous, Robert Poiti-Pangou, et aussi à Léon Justi-Bombo. Mais avant cela, nous écouterons aussi Michel Sangou, qui est là, voilà, qui était très patient, qui reste au téléphone tout le temps avec nous, qui nous dira pourquoi donc cette plainte qui a été déposée en décembre dernier devant le tribunal de grande instance de Paris pour génocide et crimes contre l'humanité contre le Congo-Brazzaville, en tout cas contre le régime actuel. Retour dans 2 minutes, restez avec nous. Africa, le grand débat avec Francis Laloupo. Avec Robert Poiti-Pangou, notre invité, coordonnateur du comité d'action de la diaspora congolaise pour les États généraux au Congo, et Léon Justi-Bombo au téléphone avec nous depuis Brazzaville, politologue, président du Cercle des Espérants. Et si vous permettez, chers amis, nous allons à présent rejoindre Michel Sangou qui est avec nous au téléphone. Michel Sangou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes coordinateur de l'association de solidarité aux victimes des guerres du Congo-Brazzaville. Votre association a déposé plainte le 16 décembre dernier devant le tribunal de grande instance de Paris pour génocide et crimes contre l'humanité. Vous dites que vous avez été reçu vous-même le 21 février dernier par la commission d'enquête internationale des services de police et de gendarmerie pendant 3 heures, me dit-on. Et une mission doit être effectuée par ce service dans un proche avenir au Congo-Brazzaville. Qui visez-vous exactement par votre plainte, monsieur Michel Sangou? Pour moi, je vous remercie, puis je profite de cette occasion d'abord de m'incliner devant le mémoire de toutes les victimes qui étaient tombées. Et je salue également les compatriotes qui nous écoutent sur votre chaîne. Alors, c'est pour vous dire que je renvoie d'abord dos à dos mes 2 compatriotes qui sont devant votre invité et M. L'Europe juste pour Ibonvi, que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Pour vous dire que les hommes politiques congolaises ont manqué le rendez-vous avec l'histoire. Pour répondre à votre question, je reviendrai tout à l'heure. S'il vous plaît. Oui. Alors, je disais que depuis la sortie de la conférence nationale, le peuple attendait que le pays devait s'y marcher parce qu'ils avaient promis de ne point voler, de ne plus tuer et de ne plus mentir. Voilà les 3 points qui étaient tenus dans la conférence nationale. Je savais que tout ce travail qu'ils avaient fait, c'était une hypocrisie. Ils ont tué, ils ont volé et ils ont menti. Les guerres que nous avons connues, monsieur le journaliste, il faut que les Congolais le savent, qu'elles étaient basées sur des mensonges. C'est-à-dire le but de diminuer l'électorat du pôle. Vous voyez, faut dire pour les auditeurs, le pôle, c'est ce qu'on appelle le sud du Congo. Alors, moi, notre plainte que nous avons carrément donnée, parce qu'on s'est dit, comme disait le président Hollande la dernière fois en Algérie, que jamais aucun pays au monde ne peut se construire sur des mensonges. Oui. Là, vous avez quand même porté plainte pour génocide, quand même. Ce n'est pas. Nous avons porté. Je disais que nous avons porté plainte compte tenu de massacres qu'ils ont commis dans le pool. Et toute une étude qui était diffusée. Il n'y avait pas des images, il n'y avait pas des ONG, pas des journalistes. C'était à huis clos. Pendant 5 ans. Oui, mais le génocide, c'est quand même particulier, le génocide. Je veux dire que la qualification est très particulière. Hein. Je veux dire, on va le démontrer. Ah oui. On va le démontrer. Parce que c'est une petite victoire que nous avons peut-être gagnée pour une première fois, d'avoir que le procureur de la République vienne de désigner un service, une commission de service de police, comme vous venez de dire tout à l'heure, et de la gendarmerie, qui vont nous aider à faire des enquêtes. Ça n'avait jamais existé. Personne ne s'attendait que la France pouvait peut-être accepter une chose que prendre cette plainte d'Ingali. Et là, vous avez réussi. D'accord. Donc, une mission va être effectuée, effectivement, une mission française. Donc, le service de police et de gendarmerie au Congo-Brazzaville dans un proche avenir. C'est ça voilà. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme parce que cette mission sera conjointe avec le membre du Conseil des Nations Unies qu'on a demandé. Parce que nous étions obligés d'appeler, d'écrire au Conseil des Nations Unies. C'est ça. Et pour que nous appelions, il y a Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, beaucoup de ONG vont descendre avec nous. C'est une commission d'enquête internationale. Ah oui, c'est une commission d'enquête internationale. D'accord. Pour déterminer le champ de... Très bien. Michel Sangou, on aura certainement l'occasion de reparler de ce dossier. Merci infiniment d'avoir apporté donc cet éclairage.
On revient à vous, Robert Poitiers-Pangou et à Léon Juste-Ibombo. Alors, on va laisser l'avantage de la parole à Léon Juste-Ibombo, hein, parce que tout à l'heure, il a décroché. Mais avant cela, évidemment, vous allez prendre la parole, parce qu'il faut qu'on partage maintenant le temps. Hein. Il nous reste à peu près 7 minutes d'émission. Donc, on va faire, disons, comme on dit, moitié-moitié. Oui. Alors, mon cher Robert Poitiers-Pangou, vous avez déclaré, vous avez dit, la tenue prochaine des États généraux de la nation s'inscrit dans le même cadre, celui de permettre à l'ensemble de la population du pays de se donner les moyens de se parler et de débattre sur la cause profonde de la douleur que le pays connaît à ce jour. Fin de citation. Alors, vous semblez très affirmatif. Hein. Je reviens donc à ma question. Sur quoi se fonde votre certitude que ces États généraux auront lieu? Mais je tiens à repréciser que les conditions de la tenue des États généraux sont remplies. La terreur telle mais il faut être deux pour dialoguer. C'est pas ce que dit le pouvoir. Non, mais c'est pas un problème du pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui, c'est ce qu'il en est. Il peut pas faire autrement. On va y aller aux États généraux. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Vous l'affirmez ici? Nous en sommes sûrs et certains. Parce que ce que vient de dire Monsieur Michel Nsangou, est-ce que Monsieur Ibombo va dire non à ce qu'il a dit? Je crois pas. Il aura le temps de parler. Alors, donc, aujourd'hui, le constat, c'est quoi? Non, dans la misère que traverse le pays, connaît le pays, mais les gens ne peuvent plus manger comme il se doit. Les gens ne se soignent plus, sauf les nantis. Je dis bien sauf les nantis. L'eau, il n'y en a pas. L'électricité, il n'y en a pas. Eh bien, que voulez-vous de plus pour que nous nous asseyions en dehors de la terreur? Parce que si M. Ibombo ne le sait pas, mais je sais qu'il y en a autour de lui qui le savent, que la vie à Brazzaville, on ne peut plus vivre comme au lendemain de la tenue de la conférence nationale, comme au lendemain des élections qui ont conduit le président Pascal Lissouba au pouvoir. Question rapide, réponse rapide si vous voulez bien. Tout à fait. Et si demain, Denis Sassou Nguesso annonçait une nouvelle candidature à la présidentielle après modification de la Constitution, est-ce que ces États généraux seraient pertinents et seraient justifiés? Les États généraux vont se tenir avant la tenue des élections. Parce que les États généraux... Avant la modification de la Constitution, éventuellement. Parce qu'aujourd'hui, les États généraux, quand vous n'y croyez bientôt, pas... Alors. C'est à mettre en place. Il faut une commission, une concertation. Vous avez une date, disons, une prévision de date? Non, on s'assoit, on se rencontre. Dans combien de temps? Dans 3 mois? Dans 6 mois? Dans 1 an? Dans les semaines, peut-être mois qui arrivent, il faut qu'on se retrouve. Et en 2014 ou 2015? Non, 2014. Ah oui, d'accord, donc c'est très clair. 2014, parce que les élections aujourd'hui, il faut tout simplement les suspendre. Les suspendre comme nous l'avions fait en 91. Et remettre tout à plat. Et on repart sur les nouvelles bases, parce que la situation aujourd'hui ne le permet pas. Autant d'élections qu'il fera, autant que ça sera sans effet. Très bien. Voilà. Robert Poitiers-Pangou, merci beaucoup. Alors, on a également beaucoup de messages. Hein. Il y a Marie-Louise Abia qui nous a appelé de Londres pour poser une question à laquelle nous n'apporterons pas de réponse, évidemment, dans cette émission, mais la question vaut une contribution, évidemment. Et, elle dit ceci, M. Denis Sassou Nguesso fait actuellement le tour du monde et des médias pour promouvoir la paix. Pourtant, le 16 décembre dernier, lors de l'arrestation du colonel Ntsuru, sa femme et sa fille de 16 ans ont également été arrêtés. Femmes et filles donc du colonel Ntsuru ont été arrêtés et sont toujours détenues à ce jour. Pour quels motifs sont-elles détenues? Est-ce là la conception que M. Sassou Nguesso a d'un état de droit? Fin de citation et fin de question. Évidemment, la question est adressée à qui de droit? Léon Juste-Ibombo, c'est à vous la parole. Oui. Pour conclure, s'il vous plaît. D'accord, je vais conclure, mais je vais rétablir au moins 3 points. Et je vais aller très vite. Bon, la traque des Téké, je crois savoir qu'au niveau du gouvernement du président Sassou, la 3e personnalité, c'est un Téké. C'est le général Florent Tiba. Et il y a même un autre ministre, Alain Kwala Tipo, qui est un Téké. Donc on peut dire que la traque des Téké, la traque des Téké, c'est un faux problème. Il y a un problème politique, il y a un problème d'un individu qui a armé une milice. On va laisser la justice en charger. Donc pour parler maintenant de notre compatriote qui a parlé à propos des guerres qui sont déroulées dans le pool, je crois savoir qu'auprès du cabinet du chef de l'État congolais, il y a le pasteur Ntoumi, qui était l'un des protagonistes, sinon c'est lui qui avait une rébellion dans le pool. Mais aujourd'hui, le pasteur Ntoumi participe à la vie de la nation. Il est pratiquement un ministre, il a le titre de ministre. C'est un délégué général au séquelles de paix, aux travaux, au séquelles de paix, avec prérogative d'un ministre. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le président Sassou c'est un gars mauvais, parce qu'il a pris avec lui le
Bastien Toumi. Donc, pour revenir maintenant sur les États généraux. D'une phrase sur les États généraux. D'une phrase, s'il vous plaît, sur les États généraux, mon cher Général. Juste, on arrive à la fin de l'émission. Ah, d'accord. Que pensez-vous de ce projet? Je vais conclure. Je vais conclure en disant que la conférence nationale souveraine a lui a posé les bases de la démocratie. Dommage que le gouvernement de transition qui a été mis en place n'a pas exécuté les actes de la conférence nationale, parce que si le gouvernement qui a été mis en place avait pu exécuter les actes de la conférence nationale, alors qu'on en avait les prérogatives, le pouvoir pour exécuter ces actes, aujourd'hui peut-être on aurait pu dire que non, le président d'Issouba, c'est lui qui a faussé, qui a le faussé. Oui, mais le gouvernement de l'Issouba n'était pas un gouvernement de transition, c'était un gouvernement issu d'une élection. Le président d'Issouba a accès de pouvoir, dès 93, il y a la première crise qui se déroule dans notre pays. Donc je crois qu'aujourd'hui, la personne qui a rétabli la démocratie dans notre pays, c'est le président Sassou. Très bien. On peut dire que sur ce point, on peut quand même le féliciter. Merci, mon cher. On peut maintenant d'une concertation. Merci. Il y a eu une concertation à Dolisie. Il y a eu une concertation à Dolisie, justement pour aller vers les élections apaisées en 2014. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des tribunes pour discuter. Donc le pouvoir offre toujours des tribunes, mais bon, vous savez, les autres ils font de la politique. Merci Léon Justin. Bonne journée, bonne fin de journée plutôt, bonne soirée à Brazzaville. Merci beaucoup. Merci Robert Poity-Pangou d'être venu. Et puis vous nous tenez au courant de la tenue de ces états généraux. Que voilà, vous semblez très sûr de votre fait en tout cas. Mais bien sûr, il faut avoir une foi. En tout cas, merci d'être venu pour nous en informer. La foi est là, les États généraux vont se tenir. Merci. Nous allons nous rapprocher du président du président Denis Sassou Nguesso pour mettre en place tous les dispositifs. Merci à l'équipe du Grand Débat, chargé de production Stéphanie Hartmann, réalisation Jérémy Djibis-Boucher. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat dans quelques instants. Rendez-vous avec le journal préparé par nos partenaires de BBC Afrique. Et ensuite, à 19h30, rendez-vous avec le JDA, la rediffusion, avec Stéphanie Hartmann. Et à 20h, c'est Africa Song pour les amateurs de musique, bien entendu. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et prenez soin de vous. Africa numéro 1, le Grand Débat.